Merci de nous rejoindre sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand rendez-vous d'information dont voici les titres. Plus de 3000 jeunes du Nord Kivu ont répondu à l'appel du chef de l'État d'intégrer l'armée. Ils ont reçu ce lundi les encouragements des autorités de FARDC. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire, vous suivrez Matata Pogno qui dit connaître les moyens pour établir la paix à l'Est. Mais aussi Adolphe Muzito à travers son parti politique qui offre des pistes de solutions pour en finir avec l'insécurité. Un invité dans cette session d'information, le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Deo Bizibou. Sécurité et élection, des sujets qu'il a balayés. À suivre dans un instant. Bonsoir. Plusieurs jeunes déjà mobilisés à Goma pour intégrer l'armée, sans compter ceux d'autres provinces. Affirmation du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Sylvain Ekenge était convié au briefing presse animé le week-end par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La suite avec James Mouchia et Merveille Kitita. Ils étaient devant la presse le samedi 5 novembre 2022. Le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et celui de l'armée, le général Sylvain Ekenge. Lors de ces échanges avec la presse, le porte-parole de l'armée a fait savoir que la guerre imposée par les troupes armées dans l'est de la RDC sert à la survie économique du Rwanda. Je vous informe que le Rwanda a construit des raffineries d'or et de coltan, et qui ravitaille le Rwanda en or et en coltan sous l'FDLR. Ces FDLR qui sont là, nous on a rapatrié des milliers et des milliers de FDLR au Rwanda. Et curieusement, lorsqu'on attaque les positions de l'FDLR, on retrouve les mêmes FDLR rapatriés qui sont recyclés par le gouvernement rwandais et renvoyés au Congo. Parlant de l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, lors de son adresse à la nation, le général Ekenge a noté que près de 3000 jeunes ont répondu favorablement au Nord Kivu. En réponse à cette mobilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous le drapeau. Et au moment où je vous parle, ils sont plus de 2000. À Goma, rien qu'à Goma, ils sont plus de 2000. Et ici, il y en a qui sont déjà arrivés au centre d'instruction de Kitona depuis avant-hier et hier. Et il y en a qui continuent à être orientés vers Kitona. Par ailleurs, le porte-parole de l'armée a appelé le Congolais à rester derrière le FARDC pour mettre dehors l'ennemi. Les jeunes de la ville de Goma, au Nord Kivu, ont répondu à l'appel à la mobilisation du président de la République. Ils ont reçu ce lundi la visite du sous-chef d'état-major des FARDC chargé des opérations et renseignements. Ils ont déclaré leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de la nation face à la guerre. Reportage de la presse du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Ces jeunes volontaires, filles et garçons, qui viennent de répondre à l'appel du chef de l'État pour défendre la République face à l'agression rwandaise sous le label du M23, se comptent par des milliers au Nord Kivu, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province. Vous avez vu la population du Nord Kivu répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous.
Aujourd'hui, uniquement en province du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats qui ont accepté l'appel du chef de l'État pour qu'ensemble, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Pour ces 3000 jeunes, la défense du pays avant tout. On a promené à armée, on a moni barwandais basi basakani na mboka na biso makasi. Nde ngwana biso pe bana basi to kamsala nyos. En mission au Nord Kivu, les sous-chefs d'état-major des FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chitambwe, a visité ces jeunes ce lundi matin avec un message patriotique. Kama kila mara mtakuwa mnakumbuka hii premier amour, l'amour que vous avez pour votre pays, la trahison ne trouvera pas une place dans vos passés. Unasikia? Ile amour itakuwa na bamotive kwa kutumikia inchi mpaka mkumwanga damu. Morale haut, ces jeunes filles et garçons n'entendent qu'aller au centre de formation militaire et revenir au Nord Kivu, défendre les pays face aux agressions rwandaises en répétition. Toujours en rapport avec l'insécurité dans la partie est du pays, comme le président de la République, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo appelle lui aussi à une mobilisation générale pour défendre la mère patrie. Le président du parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, Matata Ponyo, dit détenir la recette pour établir la paix. Il a déclaré dans son adresse à la nation ce dimanche. Propos sélectionnés par Josué Bambazo. À mes frères et sœurs de Bunagana et de Rutshuru, je vous renouvelle une fois de plus ma compassion et ma sollicitude. Et vous rappelle que vos souffrances sont les miennes, vos pertes de biens sont les miennes, vos deuils sont les miens, vos larmes sont les miennes aussi. Je suis de cœur avec vous et je ferai tout ce qui est possible pour que ce genre d'agression, plusieurs fois larvé en mouvement de rébellion, s'arrête un jour de manière définitive. Je félicite et soutiens les forces armées congolaises qui se battent pour préserver la paix et la sécurité de nos frères et sœurs sur les fronts. Au peuple congolais, dans son ensemble, je vous appelle à une mobilisation générale, car, en effet, il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais plutôt d'une guerre d'agression à visée expansionniste avec comme objectif final l'annexion d'une partie de notre territoire par le Rwanda. Et le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito met en avant des pistes de solutions pour établir la paix à l'Est, des recommandations lues et explicitées par Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan. Il était devant la presse ce lundi au siège de cette formation politique dans la commune de La Gombe. Reportage signé Yannick Ekouchou et Rodrigue Ngombo, rendu par Élisée Mafon. C'est une série des 10 recommandations qu'a formulé le parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito pour mettre fin aux agressions à l'est de la RDC. Devant la presse, Blanchard Mongomba, secrétaire général des Nouvel Élan, a notamment insisté sur le retrait de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, mais aussi l'expulsion de l'ambassadeur de l'Ouganda. Dans notre 7e recommandation, nous disons que la République démocratique du Congo doit quitter cette organisation du EAC, mais nous exigeons également l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais. Parce que pour nous, Bunagana, plutôt l'Ouganda est égal au M23. Pour nous, Museveni égale à Kagame. Affecter prioritairement le recette excédentaire réalisé par l'État à l'équipement de notre armée, aux soldats, des unités au front,
ainsi qu'au salaire des agents et fonctionnaires pour assurer une meilleure défense du territoire national afin de maintenir la cohésion sociale. Dénonçant l'attitude de la communauté internationale, le Nouvel Élan appelle à une marche pacifique le 17 novembre prochain pour soutenir les FARDC. Nouvel Élan, au niveau de la ville de Kinshasa, nous avions déposé depuis le vendredi de la semaine passée une lettre à l'autorité municipale de la ville de Kinshasa pour annoncer notre marche du 17 novembre prochain. Il y a plusieurs mouvements, plusieurs partis politiques et mouvements de la société civile qui font justement acte de participation, qui manifestent leur volonté de participer à cette marche qui sera organisée le 17 novembre prochain. Par ailleurs, le Nouvel Élan dit s'inscrire dans la droite logique de son président national Adolphe Mozito qui, en date du 30 octobre dernier, avait lancé un appel à la mobilisation générale pour défendre la nation. Recommandation, négocier. Dans le même registre, des mouvements citoyens et associatifs sont montés au créneau contre l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Les forces vives de la nation ont appelé la population à se mobiliser derrière les forces armées congolaises. C'était à travers une croisade organisée le week-end à la place Première rue Limité. Les détails avec Yannick Ekouchou et Élisée Mafou. Mouvement citoyen et associatif, mais aussi la Fédération des forces vives de la nation. Tous s'étaient donné rendez-vous à la place Première rue Limité pour dénoncer deux choses face à l'insécurité à l'Est. D'abord, le soutien du Rwanda au M23 et ensuite le silence complice des puissances occidentales face à cette agression. Ils ont d'un ton ferme rejeté les accusations du gouvernement rwandais qui justifie ces agressions à répétition au sol congolais par une prétendue menace intérieure et imaginaire. Ces mouvements appellent la population à se mobiliser derrière les forces armées de la RDC. Face à la dégradation de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, marqué par l'entrée des forces armées rwandaises en appui aux terroristes du mouvement du 23 mars M23 en sigle dans plusieurs localités de l'Est de notre pays, et cela au vu et au su de la communauté internationale. Considérant que de tels actes portent atteinte à la sécurité internationale et mettent en mal les efforts de la RDC par les commandants suprêmes des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à consolider les bons voisinages, la paix, la sécurité, la coopération, l'intégration et le développement dans les régions de Grand Lac. Nous appelons la classe politique et la population congolaise entière à se mobiliser derrière les institutions de la République et plus particulièrement les forces armées de la République démocratique du Congo. En ces moments précis où l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale sont mises à nude épreuve. Ces structures de la société civile expriment leur solidarité aux milliers de personnes déplacées suite à cette agression. Tout en se solidarisant aux milliers de personnes déplacées, femmes, enfants et vieillards plus particulièrement, et en saluant la mémoire de nos compatriotes qui tombent sous cette barbarie et sur le champ de bataille. La Fédération des forces vives de la nation en appelle à la réduction des activités récréatives et de loisirs sur l'ensemble du territoire national. La Fédération des forces vives de la nation a par ailleurs salué la décision portant expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC. L'appel à la mobilisation a eu du répondant favorable dans la ville de Kananga, au Kasaï central. Des Congolais et Congolaises étaient dans la rue pour témoigner leur soutien aux forces armées au front contre les rebelles. Une marche initiée par le gouverneur John Kabila. C'était le week-end dernier. Les détails avec nos envoyés spéciaux Rachel Kitita et Serge Mitelizi. Cathédrale Notre-Dame. La pluie qui s'est abattue ce samedi n'a pas eu raison des Kanangais déterminés à apporter leur soutien à la fois aux forces armées de la République démocratique du Congo et au président de la République, commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel du gouverneur du Kasaï central, John Kabila.
fanfares, drapelets, les manifestants ont à l'unanimité dit non à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le M23, appuyé par le Rwanda. Au point de chute de la marche, le gouverneur John Kabeya a exhorté les uns et les autres à s'unir pour barrer la route à l'ennemi du Congo. Occasion aussi pour lui d'encourager les jeunes à rejoindre les forces armées. Vous devez tous vous tenir debout et parler en faveur de notre pays et de notre province. Vous, les chefs des quartiers, vous devez identifier toutes les nouvelles figures dans vos milliers. Le chef de l'État a appelé à l'enrôlement des jeunes dans les rangs de FARDC. Il faut que le Kasaï central soit premier à répondre à cet appel. Les manifestants saluent l'initiative du gouverneur de province qui vient donner une motivation à chacun d'entre eux afin de ne jamais baisser les bras, de continuer à porter à cœur la situation de l'Est de la RDC et d'envoyer des ondes positives aux forces armées de la République. Le gouverneur du Kasaï central reste optimiste quant à la victoire finale de nos hommes en uniforme et sur le retour de la paix dans la partie est du pays. Toujours à Kananga, le chef-lieu de la province du Kasaï central a abrité le week-end dernier les discussions relatives à l'exécution du projet d'appui au développement rural inclusif et résistant, PADRIR en sigle. Objectif du projet: améliorer les conditions de vie dans les milieux ruraux de provinces du Maniema, Kasaï central, Kasaï oriental et Lomami. Images et commentaires, Rachel Kitita et Serge Mitelezi. Améliorer les conditions de vie dans les milieux ruraux des provinces du Maniema, du Kasaï central, du Kasaï oriental et de la Lomami, c'est entre autres objectifs du projet d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRI en sigle. Après le lancement du projet en mars 2022, place aux discussions sur la mise en œuvre proprement dite. C'est dans ce cadre que s'est tenue une réunion ce samedi dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Parmi les intervenants, Enone Njang du Fonds international de développement agricole, l'un des bailleurs de fonds du projet PADRIR. 3 territoires ont été choisis par province dans le cadre de ce projet. La réunion que nous venons de tenir avait pour objectif, dans un premier temps, d'informer les populations, d'essayer de réduire leurs suspicions par rapport à la mise en œuvre du PADRI, qu'ils attendent longtemps et qu'ils ne voient pas. C'était question de leur dire que ne soyez vraiment pas inquiets. Le projet est vraiment en train de tout mettre en œuvre pour que les activités commencent sur le terrain, qu'il y ait une visibilité de ce que vous voudrez, quoi. En 2023, tous ceux qui seront sélectionnés pour bénéficier du financement verront du concret. Pour améliorer les revenus du paysan, il faut désenclaver les milieux ruraux. Désenclaver pourquoi? Parce que les paysans produisent. Ils ne savent pas les vendre en ville ou au marché qui est à 5 km puisqu'il n'y a pas de route. Ou les paysans qui sont en ville ne savent pas accéder au milieu. Donc, il faut des enclaves. Le projet PADRIR est financé à hauteur de 130 millions de dollars pour 7 ans par 3 structures, à savoir le Fonds international de développement agricole, la Banque des pays pétroliers et la Banque arabe de développement des pays des États africains. Le projet est composé d'une coordination nationale dont le siège est basé à Kinshasa et d'une coordination technique et provinciale scindée en 2 branches, la branche du Maniema et celle qui s'occupe de l'espace Kasaï. Outre la production, le projet PADRIR a aussi pour vocation d'appuyer la transformation agricole. Retour à Kinshasa, début de l'Assemblée plénière extraordinaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo prévue pendant 3 jours. Les travaux portent notamment sur les mesures d'explication de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, mais aussi sur la situation sécuritaire à l'Est. Le go de l'Assemblée plénière a été donné par le président de la SYNCO ce lundi au centre Caritas. Suivez.
Les évêques venus de plusieurs coins de la République démocratique du Congo, réunis dans le cadre de l'Assemblée plénière extraordinaire qui porte sur l'imprégnation de l'accord signé entre les Saint-Sièges et la RDC, accord du 20 mai 2016, mais dont l'échange des instruments de ratification a eu lieu le 17 janvier 2020. C'est le président de la CENCO qui a donné le go de ces travaux qui prendront 3 jours, soit du 7 au 9 novembre prochain. L'objectif de cette session est de nous former et nous informer sur comment assurer une mise en œuvre efficiente des mesures d'application de l'accord cadre. Plus concrètement, il s'agit de vulgariser cet accord cadre en conscientisant d'abord les administrateurs des entités ecclésiastiques, notamment les évêques et leurs collaborateurs en la matière, à savoir les gestionnaires des institutions ecclésiastiques et des œuvres d'apostolat, pour les porter à faire un bon usage de l'accord cadre comme instrument de la mission évangélisatrice dans le respect du droit canonique et des lois de la RD Congo. Le président de la CENCO a sensibilisé les parties prenantes pour un travail de qualité au bénéfice des diocèses à travers la mise en application de cet accord. M'adressant à vous, révérendes sœurs, révérends pères, et à vous tous, chers collaborateurs des évêques, je vous demande de participer à cette session de formation avec grand intérêt dans l'objectif de vous approprier l'accord cadre et ses mesures d'application pour un service fructueux à rendre à notre Église. Les assises se tiennent au moment où la crise entre la RDC et le Rwanda a atteint son paroxysme. Monseigneur Marcel Lutembi n'a pas manqué de signifier que la question de la situation sécuritaire à l'Est sera également au cœur des échanges. Des recommandations et résolutions sont vivement attendues. Merci. Autre chose, l'ONG Observatoire africain de ressources naturelles a rendu public son rapport de la mise en œuvre des dispositions du Code minier révisé en 2018. Selon cette ONG, plusieurs entreprises minières, notamment au Haut-Katanga et au Lualaba, ne respectent pas des obligations leur dévolues dans la loi. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa. Élisée Mafou et Merveille Kitita. Le nouveau code minier révisé du 8 juin 2018 apporte plusieurs innovations pour le développement de la RDC. Mais deux de ces innovations contenues dans la loi souffrent d'application par les exploitants miniers, selon une étude de l'ONG AfriWatch présentée devant la presse. Il s'agit de l'obligation aux entreprises minières de construire un bâtiment aux normes et des standards internationaux, devant abriter leur siège social dans le chef-lieu de la province d'exploitation et de faire participer au moins à 10% de leur capital social à des personnes physiques des nationalités congolaises. D'après l'enquête menée par AfriWatch, de février à juin 2022, sur un échantillon de 15 sociétés minières dans les provinces du Haut-Katanga et Lualaba, dont Tekefuguru, Sikomine et KCC, aucune de ces entreprises ne respecte ces deux obligations. C'est une évaluation que nous avons faite et la conclusion est qu'aucune entreprise vraiment ne s'est conformée à la loi. Aucune d'elles n'a respecté vraiment les dispositions du code minier. Donc aucune entreprise n'a construit son siège social dans le chef-lieu. Les coûts d'investissement de la construction doit être égal à 1% du coût ou du budget global. Pour l'ONG AfriWatch, l'État congolais est presque inexistant dans ces secteurs pour faire le suivi. Nous avons encouragé les entreprises à pouvoir simplement appliquer les dispositions du code minier en construisant vraiment leurs sièges sociaux. Et d'une part, ça contribue en fait au développement en termes d'infrastructures pour les zones d'exploitation, mais aussi ça permet au public d'entrer en contact, de communiquer avec l'entreprise, mais aussi à l'État d'appliquer les dispositions qui sont déjà prévues, obligeant les entreprises à construire le siège. L'étude menée par l'ONG AfriWatch vise à s'assurer de la mise en œuvre effective des dispositions contraignantes du Code et règlement minier révisés.
Je l'ai dit dans les titres, un invité dans ce journal, Deo Bizibou Balola, il est secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il revient sur la situation sécuritaire, mais rassure également de la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat. Je vous laisse suivre. Bonsoir, monsieur Deo Bizibou Balola. Bonsoir, madame Jaël. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives de l'Union pour la démocratie et le progrès social. En effet. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a parlé de nouvelles orientations, appel à la mobilisation, mais au fond, l'insécurité à l'est du pays demeure. Le M23 a pris encore du terrain. Cela ne donne pas raison à ceux qui pensent que la question de l'insécurité à l'Est est mal gérée par le régime Tshisekedi. Rappelons que le Congo ici, c'est depuis 1996, lorsque le génocide a eu lieu au Rwanda, c'est depuis 1996 que l'insécurité est venue au Congo. L'AFDEL avec l'AFDEL, les anciens gouvernements, et Félix Antoine Tshisekedi ne vient que d'arriver. Il trouve la situation. Quand vous posez la question si la situation est très bien gérée, ici c'est très important, même quand nous remontons du 5e siècle avant Jésus-Christ, quand nous prenons le général sage et célèbre Sun Tzu, le chinois, il dit le prince ne fait pas la guerre directement par lui-même. Le prince fait la guerre à travers ses généraux, à qui il donne tous les moyens. Effectivement, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, constatant que le pays est en guerre, qu'est-ce qu'il fait? Là où M. Joseph Kabangé, l'ancien régime en 2018, dépensait 200 millions de dollars, Félix Antoine Tshisekedi donne aujourd'hui plus de 800 millions de dollars. Et pour la toute première fois dans ce pays depuis plus d'une décennie, le Congo dispose de ce qu'on appelle loi de programmation militaire, qui prévoit comment les dépenses de l'armée, l'argent qui est mis, les moyens mis à la disposition de l'armée pour une programmation. C'est-à-dire, ce n'est plus comme à l'époque du kabangisme, où on est allé année par sans une programmation, sans une politique. Maintenant, on a une politique pour l'armée. Comment rajeunir les effectifs, comment améliorer les infrastructures. Maintenant, nous sommes en train de parler maintenant, on se posait la question, est-ce que l'armée avait une aviation? Maintenant, on voit les avions qui décollent. On dit, non, les avions sont partis bombarder. On n'avait plus jamais entendu ça. Et, très important, cette loi de programmation militaire avait prévu 1,165 milliard de dollars pour 2023. Mais aussitôt la guerre venait de commencer, les budgets qui viennent d'être adoptés à l'Assemblée nationale, et tout récemment, prévoient 10,6% de ce budget-là alloué à la défense. C'est soit, donc on dépasse même ce qu'a prévu la loi de programmation militaire, qui était à 1,165 milliard. On est maintenant à 1 milliard, presque 500, donc presque un dixième, 10,6% du budget national. Donc pour vous, la situation sécuritaire sur le terrain est bien gérée, contrairement à ce que les opposants disent? En ce qui nous concerne comme politique, nous constatons la bonne volonté du chef de l'État qui donne tous ses moyens. Et là où on donnait 200 millions, il est à 1 milliard. C'est récent pas sur le terrain? Mais écoutez, sur le terrain, vous n'avez pas vu tout récemment ici le chef d'état-major général, le ministre de la Défense lui-même sur le terrain, au moment où nous parlons, à Goma. L'M23. Mourir, c'est ça le problème. S'il vous plaît, mais les gens continuent à mourir. D'abord, je vous faisais observer que nous avons la destruction de l'armée, l'infiltration de l'armée ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est depuis 1997, nous avons eu dans ce pays un chef d'état-major général qui s'appelle James Kabarebe, qui est aujourd'hui conseiller militaire du président Paul Kagame, et qui nous agresse. On a détruit l'armée depuis très très longtemps, et pour la remettre en place, ça va prendre bien entendu du temps, le temps de pouvoir nettoyer, de pouvoir extraire ces infiltrés qui sont dans l'armée, ça prendra du temps, bien entendu. Je ne vais pas sans vous rappeler. Et l'armée dont il est question ici, M. Kabila, avant de quitter le pouvoir, il avait prévu un mécanisme de reprendre le pouvoir en passant par 3 étapes.
C'est très important de le rappeler et voir comment le chef de l'État, avec succès, il s'en sort. Il avait prévu un Sénat et une Assemblée nationale, un Parlement qui était prêt à mettre en accusation le chef de l'État devant la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État a dépassé ce niveau-là. Il a mis en place l'Union sacrée, où nous avons la majorité maintenant à l'Assemblée nationale, où cette cabale a été démontée. Il a été prévu que la Cour constitutionnelle puisse déchoir le chef de l'État. Cette cabale aussi a été démontée. Et la dernière cabale exactement, c'est une armée qui était prête à faire un coup d'État contre le chef de l'État. Et effectivement, en mettant en place maintenant un nouvel état-major général, on est en train de démonter aussi ça. Mais comprenez aussi que pour le chef de l'État, qui avait en face de lui une armée qui était prête à faire un coup d'État, il ne pouvait pas y aller n'importe comment. Ça devait prendre le temps de prendre le contrôle de la situation. Il y est allé donc tactiquement, stratégiquement et sagement. Mais puisqu'on va aborder la question du M23, le gouvernement n'est plus complètement fermé à la possibilité de réintégrer le M23 à la prochaine session de dialogue des paix qui se tiendra le 16 de ce mois à Nairobi au Kenya. Et c'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Mais pourtant, dans son discours, le président de la République a laissé entendre que les voies diplomatiques n'ont pas marché. L'idée d'un nouveau dialogue à la place des forces de frappe des FARDC, n'est-ce pas encore une répétition d'une stratégie qui n'aboutit pas à des résultats? Madame, je ne sais pas si vous avez bien compris les choses de l'État. Il a plutôt dit qu'il privilégie, tout en étant sur le terrain, tout en donnant les moyens à l'armée pour défendre l'intégrité du territoire, il donne priorité à la diplomatie. C'est ce que le chef de l'État a dit. Il n'a pas dit que ça n'a pas marché, parce que ça donne les fruits que ça donne. Je ne voudrais pas vous rappeler que cette guerre ici avait prévu avoir lieu 6 mois après l'accession du chef de l'État au pouvoir. Le chef de l'État en allant à Kampala, en visitant tous les pays voisins, en appelant M. Kagame, mon frère, il n'a fait que retarder. Enfin, même en signant ces accords là-bas, il n'a fait que retarder les chances où la guerre interviendrait parce que les ennemis, M. Kagame, qui s'est fait exportateur de coltan, de cassiterie, de tous les produits miniers produits chez nous à l'Est, maintenant qu'avec l'avènement du chef de l'État, Antoine Tshisekedi, lui qui se faisait exportateur, ses entrepôts sont maintenant secs. Et maintenant, l'extérieur pose la question, parce que vous avez vu que depuis que le chef de l'État est au pouvoir, à nos frontières, là, chaque fois qu'on arrête des camions bourrés de coltan, cassiterie, tous nos produits, juste dans des pneus, des véhicules, et les entrepôts de M. Paul Kagame là-bas sont maintenant secs. Lui qui se disait producteur, maintenant, ceux à qui il fournissait, on pose la question, mais ça se trouve où maintenant? Il n'en a plus. Lui, il voudrait continuer sa sale besogne. Et le chef de l'État dit, niet. Donc je voudrais dire qu'à ce niveau-là, le chef de l'État a marqué des points sur le plan diplomatique. Il a dit, je continue, mais il faut comprendre aussi, cette armée-là qui a été infiltrée, qui a été détruite, on ne la construit pas du jour au lendemain. Le temps qu'on construit cette armée-là, on a besoin du temps. Il faut temporiser en attendant. Et c'est ça l'aspect exactement diplomatique. Donc je voulais dire que le chef de l'État gère la question stratégiquement. Je vous disais il n'y a pas longtemps ici qu'on n'entendait plus parler de l'aviation militaire. Ici chez nous, on en parle maintenant. Les choses sont en train de venir. Notre ministre des Affaires étrangères était à Luanda. Lorsqu'on dit que le chef de l'État, que le gouvernement n'est plus prêt à dialoguer, si vous avez bien suivi le ministre des Affaires étrangères, il a donné les conditions. Il faut que d'abord, et là ça ne vient pas du néant, parce que quand on parle du dialogue, il faut écarter la confusion. Il y a des gens qui pensent qu'au type de dialogue, comme c'est à l'époque de Sun City, non, où on prend toute la classe politique, on l'amène, non. Ici, même quand vous lisez les communiqués conjoints du président de l'Union africaine, le président Macky Sall, et de Moussa Faki Mohamed au nom de la Commission de l'Union africaine, ils font allusion, faisant allusion à ce dialogue-là. Ils évoquent des cadres qui existent déjà. Il y a le cadre de l'EAC à Nairobi, où déjà le président Uhuru Kenyatta, avant de quitter le pouvoir, avait initié, il y avait eu un sommet des chefs d'État de l'EAC qui a décidé de la mise en place d'un cadre où l'M23 a eu à participer, d'où il a été chassé pour avoir conquis des localités. Parce que ce sommet avait appelé au retrait sans condition de M23 des positions qu'il venait de conquérir. Donc de ce côté-là,
le ministre, le porte-parole du gouvernement insiste, même le ministre des Affaires étrangères, il dit, si l'M23 doit être à la table des négociations, les conditions, c'est qu'ils doivent d'abord se retirer conformément à la décision des présidents au sommet et des présidents de l'EAC. Se retirer d'abord des localités qu'il aille donc à conquérir. Si le M23 ne se retire pas de dialogue. Mais officiellement, c'est ça la position du gouvernement dans la République. Le chef de l'État, lors de sa prise de fonction, avait fait le rétablissement de la paix à l'Est son cheval de bataille. 4 ans après, est-ce que l'UDPS ne craint pas que Félix Tshisekedi soit sanctionné en 2023 et qu'il ne fasse qu'un seul mandat parce que sa promesse n'a pas tenu? D'abord, je vous ai fait voir, madame, que le travail est en train de se faire. On ne va pas condamner le président Tshisekedi de ne pas donner les moyens à l'armée. Les moyens sont là. Maintenant, je vous ai dit que maintenant on voit l'aviation militaire qu'on n'avait plus jamais vue. Il fait son travail. Là, vous parlez de la population de l'Est. Écoutez, la bonne foi du chef de l'État a été prouvée aussitôt à entrer en fonction. Aussitôt, il a procédé, même avant même de pouvoir modifier la composition de l'état-major. Parce qu'on se posait la question, pourquoi je vous ai fait voir que cette armée était préparée à faire un coup d'État. Il ne pouvait pas y aller n'importe comment. Il devait y aller stratégiquement, tactiquement. Donc il a ordonné qu'on puisse... il a commencé par donner les moyens, il a ordonné les offensives comme contre les ADF Nalou. Là nous sommes en Ituri et même au Nord Kivu. Deuxième étape, il a ordonné, il a mis les 2 provinces sous état de siège. La volonté y est. Mais le grand problème résiste à quel niveau? C'est au niveau de cette armée qui a été fragilisée pendant très très longtemps. Et c'est ça qu'il demande aux Congolais de comprendre. Que cette armée qui était préparée à faire un coup d'État contre le chef de l'État, pour la refaire, la mettre en position offensive, ça peut d'abord mettre l'ordre à l'intérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant là, il y a des officiers qui sont passés devant les juridictions et condamnés pour avoir détourné la solde de nos militaires, pour avoir certains pour complicité avec l'ennemi, certains sont en prison. Nous avons encore 1 année de travail, absolument. Maintenant que les gens voient l'aviation militaire donc entrer en danse, nous avons encore une année de travail, mais déjà il y a beaucoup de... Il n'y a pas que sur... quand vous faites allusion à l'insécurité, là vous avez affaire au Nord Kivu, au Sud Kivu, à l'Ituri, et donc ça fait 3 provinces ou 4 provinces sur 26, voyez-vous. Même si on allait aux élections aujourd'hui, nous ne serons pas jugés rien que sur ça. Nous avons aussi d'autres territoires, donc 22. Mais de ce côté-là, ça sera une promesse non tenue parce qu'il l'avait fait. Madame, les opérations sont en cours. Comment est-ce que l'UDPS se prépare pour les prochaines élections? Nous avons une planification stratégique au niveau de l'UDPS. Vous voyez le secrétaire général en train de faire le tour du Congo. D'abord, il y a un travail de fond qui se fait au niveau de nos structures. C'est pas on ne dévoile pas les stratégies internes. Mais je fais remarquer que, d'abord, par exemple, je prends un exemple. Le secrétaire général a été en province du Congo central, toutes les villes, de Kasangulu jusqu'à Mwanda. Il a fait Boma, Matadi, toutes les villes là. Il a été dans le Grand Bandundu. Il a été dans le Kasaï. Il vient d'être dans la Chopo. Mais il faut observer que le secrétaire général, avant que lui-même se déploie, nous, le secrétaire général adjoint, ses collaborateurs, nous sommes déjà déployés avant. Est-ce que je fais remarquer, par exemple, que la descente du secrétaire général dans la Chopo, exactement, c'était au mois d'octobre, il y a 1 année que moi j'y étais. Et les comités fédéraux qu'il a trouvés là, c'est moi qui les avais installés. Moi j'ai été dans les provinces de la Chopo. J'étais dans la Chopo, j'ai été en Haut-Ouélé, j'ai été à Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, voyez-vous. Donc c'est une planification stratégique. Et voilà, sa descente effectivement c'est pour... il continue le travail, mais aussi c'est pour porter les démentis de ceux-là qui venaient dire au chef de l'État, non voilà, sans nous, vous n'avez rien en l'Est, non. Nous avons un travail qui est stratégiquement planifié, qui est en train d'être fait. Et voilà pourquoi nous rassurons nos combattants. Non, non. Et le chef de l'État pour dire que le second mandat, l'UDPS, il travaille, un travail stratégique est fait. Et il a l'occasion de dire à nos adversaires exactement que
Contrairement à ce qu'ils disent que non, l'UDP aurait planifié, aurait été comme une guerre. Non. Ce travail dont je vous parle là, ça remonte depuis des années. Je vous ai dit que ça fait une année que j'ai été dans la Chopo. Nous, on a planifié, et nous, voilà pourquoi nous disons aux adversaires, les opposants, de se préparer à aller aux élections. Il n'y aura pas de prolongation, non. Nous serons aux élections parce que nous, on y a travaillé depuis très longtemps. Nous avons besoin d'avoir un mandat où le chef de l'État va disposer de sa majorité à lui. Après 37 ans de lutte derrière Feu Etienne Tshisekedi Mulumba, nous avons besoin que les Congolais vivent ce que notre père nous a appris, sans interférence des alliés, parce que maintenant là nous avons un régime presque hybride, où nous avons les kabanguistes, où nous avons les anti-kabanguistes, et nous-mêmes nous sommes obligés de diluer la dose du peuple d'abord, parce qu'on y met aussi les idées des autres, on négocie. Nous avons maintenant besoin d'avoir un régime Tshisekedi avec les siens qui ont reçu les leçons du peuple d'abord donné par Feu Tshisekedi Mulumba, et pour que les populations congolaises nous vivent à l'œuvre. Pourquoi 37 ans de lutte contre Mobutu, l'AFDEL, le kabanguisme, ainsi de suite? Pourquoi on a lutté pendant ces années-là? Effectivement, je vous assure qu'on ne sera même pas 15 milliards. Ça va se contenter mais de, comme le chef de l'État avait prévu, près de 80 milliards de budget dans ce pays. C'est possible. Voilà pourquoi nous, on se prépare en demandant à ce que la confiance du peuple vers nous soit doublée, la confiance du peuple envers le chef de l'État soit doublée, triplée pour qu'il ait un second mandat dans les conditions que je viens de dire ici pour qu'on comprenne que le miracle est possible dans ce pays, que les gens mangent 3 fois par jour et que les conditions soient vraiment améliorées, que le peuple retrouve les sourires. Merci, monsieur Deo, d'être passé. C'est moi qui vous remercie, madame.